Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis très contente d'enregistrer avec vous aujourd'hui. Comme j'ai pu vous l'envoyer par mail lors de mon invitation à passer sur le podcast, votre livre sur la synergologie, ça a été un des premiers livres que j'ai lu et comme je vous ai dit, qui m'a réconciliée avec la lecture. J'ai même voulu le lire une seconde fois où je me suis dit je vais tout surligner et je voyais que je commençais à surligner tout le livre parce que tout était intéressant. Donc je me suis dit bon, ça sert à rien de tout surligner. Mais voilà, je trouve que le sujet de la synergologie, du langage non verbal, c'est vraiment passionnant et je suis super contente qu'on en discute aujourd'hui. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un peu de vous? Oui, je m'appelle Philippe Turchet, je suis français, franco-canadien en réalité, parce que j'ai les deux nationalités. Il y a 20 ans, je suis arrivé au Québec et j'ai épousé ma femme et ce pays en même temps. Donc voilà, donc je suis franco-canadien, je suis docteur en sciences du langage. Voilà, et puis mon champ d'intérêt, c'est le langage corporel. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire de moi pour pas... Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui vous a fait aller vers la synergologie justement, à quel moment? Oh, il y a longtemps, j'étais dans mes études doctorales, mais je vous renvoie dans la fin des années 80, là, donc il y a très longtemps, alors que je rédigeais mon projet de thèse. Je me suis rendu compte par hasard, en travaillant sur la rationalité du comportement, j'étais dans le champ des humanités, je me suis rendu compte par hasard que lorsqu'on communiquait, les mots et le corps pouvaient arriver à se contredire. Et lorsque les mots et le corps se contredisaient, c'était perturbant, encore plus pour les enfants que pour les adultes d'ailleurs. C'était perturbant et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que ça perturbait la rationalité, de ce qui se passait entre les individus, entre les gens. Donc, je me suis dit, je vais nourrir ma thèse sur la rationalité d'un petit peu de langage corporel. Et puis, je suis allé chercher autour dans les livres ce que je pouvais trouver pour mieux comprendre ce que c'était que cette dynamique du langage corporel. Puis, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il existait des traités, des choses assez bien faites, très théoriques, des livres très théoriques, bien faits, notamment du côté de la systémique, mais qu'il y avait peu d'ouvrages qui montraient concrètement ce qui se passe quand on communique d'un point de vue corporel, verbal. Oui, c'est ce genre de moment où vous êtes avec quelqu'un et puis vous dites il y a sûrement des tas de choses à aller chercher puis je vois rien. Et les livres m'aiguillaient pas pour mieux comprendre. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un champ là qui avait jamais été vraiment débroussaillé. Donc, je me suis un petit peu écarté de toutes ces bibles théoriques pour essayer de revenir vers une démarche beaucoup plus empirique en regardant le langage du corps que j'ai commencé à classifier pour essayer de comprendre ce qui se passe dans l'acte de communication à travers le langage du corps. Et vous avez dit que donc c'est plus compliqué d'autant plus perturbant pour les enfants. Oui. Pourquoi? Oui, parce que, vous voyez, je pense à Batson, je pense aux gens de l'école de Palo Alto qui expliquaient assez bien ça. Hein. Quand on est, imaginez vous dans une situation de rapport personnel avec votre conjoint, votre conjointe, et puis la personne vient vers vous, et puis vous vous mettez en arrière en disant à votre conjointe, mon chéri, ma chérie, viens dans mes bras. Si vous lui dites ça, l'adulte en face de vous va dire, je veux bien venir dans tes bras, mais on commence par le début, tu les ouvres. Alors voilà, nous on a conscience qu'il y a un décalage entre le verbal et le non-verbal. Un enfant, il n'a pas cette conscience-là. Parce que pour un enfant, ses parents, sa mère, son père, lui envoient pas des doubles messages. Maman, papa, il dit toujours la vérité. Il n'y a pas deux réalités. Il y en a qu'une. Donc, il est perturbé par ce parent lui disant « Viens dans mes bras, mon chéri », avec un corps qui est tout fermé. Et ça, c'est perturbant. Ça peut être source de maladie. Alors, il y a des théories. On va pas rentrer dans ces détails-là et c'est pas ce qui nous occupera dans ce podcast. Mais voilà, il y a quelque chose qui est plus frustrant encore. Pas plus frustrant, plus dommageable pour un enfant que pour un adulte. Oui, ces incohérences, c'est ça? C'est ça. Puis il a pas créé ce qu'on appelle la métacommunication. Il faut qu'il comprenne les choses, qu'il comprenne qu'il y a des choses qui se disent, des choses qui se disent pas. Vous savez, quand vous dites, les adultes peuvent dire du bien de quelqu'un en face et puis en penser pas du bien en réalité. Les enfants, ça ils perçoivent pas. Si on dit du bien de quelqu'un, c'est qu'on l'aime. Donc les enfants n'ont pas construit cette métacommunication. Et cette métacommunication, elle est facilitée, elle se met en place aussi par le langage corporel, parce que le premier langage des parents, c'est un langage corporel avec l'enfant, avec le bébé.
La métacommunication, c'est comme notre base de données, c'est ça? Oui, Tous les exactement. mots et des gestes? Oui, c'est notre base de données conceptuelle qui est à la fois faite, bien sûr, de mots, hein, vous savez, les 2 niveaux de discours, mais aussi de gestes. Il y a d'ailleurs des gens qui ne même des adultes, hein, moi je pense certaines formes d'autisme qui permettent pas d'accéder à cette deuxième base qui est une base non verbale, par exemple. Si vous dites à quelqu'un, «Mmh, c'est bon ce que tu as mangé?» Vous dites à cette personne, «Ah oui, c'était vraiment bon», mais en faisant une tête de dégoût. Bon, bah, pour nous, c'est de Ouais. l'humour, ça. Il y a un niveau, on dit que c'était bon et puis on montre avec notre corps qu'on n'a vraiment pas aimé. Mais si la personne accepte pas ce deuxième niveau et puis peut pas, vous voyez, eh bien, elle risque de pas comprendre pourquoi tout le monde rigole. Et dans Mmh. certains types de syndromes d'autisme, souvent des syndromes d'Asperger, là, pour des gens qui sont intelligents, là, qui perçoivent bien le monde avec une intelligence logique, eh bien, il arrive que ce système de communication-là soit défaillant et c'est vraiment très perturbant. Voilà. Oui, Mmh. c'est vrai, j'ai ma cousine qui m'avait parlé qu'elle avait un de ses professeurs qui, Mmh. justement était autiste Asperger et qui, comprenait pas forcément les blagues et cetera, mais qu'avec son intelligence, il faisait des blagues que lui-même ne comprenait pas, juste parce qu'il Oui. avait compris la mécanique, mais lui, il ressentait pas l'émotion finalement que ça pouvait susciter. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et le langage du corps nous permet d'entrer dans une communication beaucoup plus contextualisée parce qu'on a des émotions qu'on adresse à l'autre qui correspondent à ce qu'on dit. Ce que sont un petit peu d'ailleurs, d'un point de vue plus conscient, les émoticônes à la fin des phrases. Vous savez, des Mmh. fois, quand on écrit à la fin de la phrase, on se dit l'autre risque de pas comprendre. J'ai pas de difficulté avec tout ce qui se passe, mais il faut que je lui dise ça quand même. Et on met un petit sourire à la fin. Eh bien, ça, c'est une démarche consciente, et puis dans le domaine du non-conscient, ben, il y a encore plus de choses qu'on envoie sans en avoir forcément conscience. Mmh. Mmh. Oui, donc pour, un peu contextualiser, qu'est-ce Mmh. que c'est finalement donc la synergologie, le langage non verbal? Est-ce qu'on peut expliquer, en quoi ça consiste? Oui, ben, la synergologie, c'est cette discipline qui permet d'appréhender l'être humain à partir de la structure de son langage corporel. Mmh. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comprendre l'être humain, non pas à partir de son histoire, hein, ce que ferait l'historien, ou non pas parce que la structure de son groupe, ou ce que ferait le sociologue ou le pédiatre, à partir du petit bébé, comprendre l'être humain. Vous voyez, son objet, c'est le langage corporel. Donc, il n'y avait pas de discipline lorsque j'ai créé la synergologie. Il n'y avait pas de discipline dont je veux dire, le champ d'investigation soit le langage corporel, dont l'objet soit le langage corporel. Et c'est l'objet de cette science. Donc, c'est une Mmh. classification de 1200 signes corporels qu'on va croiser pour essayer de voir ce qu'il représente. Donc, c'est ça la synergologie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comprendre ce que sont ces 1200 signes corporels, donc, il faut aussi comprendre ce qu'est la synergologie. Il faut comprendre que c'est 3 choses. C'est certes 1200 signes corporels, mais c'est aussi une théorie de la relation, parce qu'en fonction de la manière dont on communique avec l'autre, l'autre va nous envoyer son système de signes corporels, mais qui est beaucoup lié à nos projections. Donc, il y a à la fois ces signes corporels, une théorie de la relation, et puis une méthode de questionnement. Parce que quand on a regardé l'autre et qu'il nous semble avoir vu à travers son langage corporel qu'il y a quelque chose qu'on voudrait creuser, ben, il faut le questionner. Alors, le questionner adroitement, pas forcément le questionner sur le signe corporel, mais sur le questionner sur ce qui vient de se dire. Mmh. Voilà. C'est ça, la synergologie. Oui et bah, c'est hyper intéressant d'autant plus que, j'ai pas exactement les pourcentages, peut-être que vous pouvez m'éclairer sur ça. Quelle est la part, du Oui. langage non verbal dans une discussion? Oui, en fait, c'est une mauvaise question, mais c'est bien que vous la posiez parce que ça permet de la régler. Ça permet D'accord, de la super. régler. Ça permet de la régler. C'est-à-dire qu'en 1969, en fait, pendant très longtemps, on a pensé que le langage corporel, c'était pas grand-chose. Et puis, en 1969, il y a un chercheur, un Américain, Albert Mehrabian, dans une université, qui dit, ben, en observant c'est un public féminin, mais en observant des interactions, en fait, il explique que les mots, c'est 7% de la communication, le ton, le timbre, l'intonation, 38% de la communication, et donc les mots 7%, le ton, le timbre 38%, et puis le langage corporel 55%. Donc pour la première fois, un chercheur
explique que le langage corporel, dans une interaction, peut être plus important que le langage verbal. Donc ça, c'est une révolution, c'est la première fois qu'on dit ça, et cette étude a eu beaucoup de succès. Sauf que cette étude, elle veut rien dire en même temps. Vous voyez, si je vous dis, si vous me demandez où est la route que vous cherchez, puis que je vous dis elle est à droite, le langage corporel, c'est 0%. Si maintenant, je vous dis, la route que vous cherchez, en tournant la tête à droite et les yeux montrant la route, les yeux, là, sans dire à droite, la route que vous cherchez, c'est là. Là, le langage du corps, ça aura été 100%. Vous voyez, donc le langage du corps, c'est quelque chose qui est entre 0 et 100%. Et en même temps, là, on est en train de parler d'un langage du corps qui est un langage du corps plutôt conscient, vous voyez, parce que c'est consciemment, je vous dis c'est là, et vous regardez mon langage du corps et vous comprenez consciemment. La synergologie, elle n'est pas très intéressée par ce langage corporel conscient, qui est une forme de sémiologie. Elle est davantage intéressée par une forme de langage corporel qui est inconscient, les moments où on va se gratter sans raison, où on va faire des choses. Je vous présente ma partie gauche du visage plutôt que ma partie droite, mais j'en ai absolument pas conscience. C'est cette communication-là qui nous intéresse, qui est pas sémiologique, qui est plus cachée, et c'est cette communication-là qui avait jamais vraiment été creusée sérieusement, solidement avant que je m'attaque à ce projet et que je sois rejoint par maintenant par une grande équipe dans le monde, parce que c'est enseigné dans plusieurs pays, la synergologie quand même. Voilà. Ouais. Oui, donc oui, c'est cette partie inconsciente. Du coup, est-ce que ça vient vraiment pointer aussi les incohérences dont on peut faire preuve? Oui, c'est ça, c'est que ça pointe à la fois ce qui permet d'aller plus loin. Non seulement je vous dis quelque chose, mais mon corps montre d'autant plus ce que je dis que ça l'approfondit, donc ça va dans le même sens. Donc ça, c'est quand même assez intéressant, mais les fois aussi, mon corps va dire quelque chose qui va remettre en question ce que je suis en train peut-être de dire. Pas forcément parce que je mens d'ailleurs, mais parce que il y a des choses que je sais pas comment dire, donc je vais sur une autre voie, et pendant que je dis quelque chose, mon corps, lui, plus mal à l'aise, montre autre chose. Ça arrive, oui, c'est ça. Et c'est cette part du langage corporel, cette part de la communication, qui est une communication qui avait jamais vraiment été abordée. Le langage corporel, c'est un petit peu l'angle mort de la conscience, vous savez. Il se passe des choses consciemment entre les individus et on se rend pas compte qu'il y a des choses vraiment importantes qui sont en train de se dérouler sous nos yeux, qu'on peut observer et qu'on sait pas regarder. Et c'est un petit peu le champ dans lequel est la synergologie. C'est même clairement le champ dans lequel est la synergologie. Ouais. Et quelqu'un qui voudrait s'initier à la synergologie, vous lui conseilleriez de commencer par regarder quoi chez quelqu'un? Oui, il y a deux choses. Je lui proposerais de lire un livre, peut-être. et puis aussi, parce que la synergologie, c'est une vraie formation. Hein, c'est pas, c'est 1 an et demi de formation. Évidemment. Devenir synergologue, c'est pas simplement quelques observations. Hein, mais ça n'empêche pas que quand on est face à l'autre, autant commencer par le début et par le regarder. Donc vous avez raison. Je lui conseillerais déjà de regarder l'autre globalement. Donc, se demander, vous voyez, plutôt que d'aller chercher tout de suite les petits détails qui pourraient montrer ceci ou cela, regardez la personne globalement. Parce qu'une personne qui a envie de communiquer avec vous, c'est une personne qui va avoir tendance à s'avancer, par exemple. Une fois qu'elle est en face de vous, eh bien, elle va s'avancer de 5-10 cm, pas plus, mais elle va plutôt faire un travail qui va lui permettre d'avancer vers vous. D'ailleurs, on va s'apercevoir que le visage, quand on s'approche de l'autre, devient plus chaud sur des caméras avec température faciale. Donc, une personne qui désire communiquer avec vous, elle a tendance à s'avancer un petit peu dans l'acte de communication quand elle est assise en face de vous, alors que si elle n'a pas envie de communiquer avec vous, eh bien, soit elle part un petit peu en arrière, soit elle bouge plus et elle va avoir tendance à se figer. C'est la première chose. C'est une chose qui est facile à observer, mais qu'on regarde pas. Et puis ensuite, il faudra surtout essayer de casser les stéréotypes, par exemple. On va avoir tendance à penser qu'une personne qui communique en face de nous puis qui a les bras croisés est une personne fermée, ce qui n'est pas vrai du tout. Il y a des gens qui, précisément pour vous laisser toute la place, vont se mettre en face de vous, vont croiser les bras tout en avançant vers vous. Et donc en croisant les bras, ils vous donnent le signe inconscient qui vous font toute la place et puis qui vous écoutent très bien, comme on pourrait écouter à l'école, vous savez, en croisant les bras, puis on écoute. Donc, mais il y a aussi des gens qui croisent les bras en reculant.
et ceux-là vont se fermer. Mais le croisement de bras en soi, il n'est pas le signe que la personne a envie est fermée ou ouverte. Ça dépend. Est-ce que la personne a tendance à s'avancer ou a tendance à se reculer? Voilà, c'est ces petites choses qu'il faudrait commencer à regarder. Il y en a des multitudes, il y a 1200 items, mais le problème, c'est que les items, ils sont souvent croisés. C'est souvent 2 ou 3 items en même temps qui prennent du signe, qui prennent un sens. Vous voyez. Les yeux, quand on est bien avec quelqu'un, bien, les yeux ont plutôt tendance à se fermer un petit peu. Puis on a un petit muscle qui est sous l'œil, vous savez, qui est sous la paupière inférieure, là, qui est sous l'œil. Eh bien, quand on est excité positivement par ce qui se passe avec l'autre, eh bien, ces petits muscles ont tendance à remonter. Okay. Et si on n'est pas bien, les petits muscles ont tendance à descendre, et puis les yeux à s'ouvrir plus grands. Donc quelqu'un qui est bien avec vous va avoir des yeux dont on va voir que les fentes, ou en fait on va voir les yeux vont être souvent pas très ouverts. Alors quelqu'un de triste va avoir des yeux beaucoup plus ouverts, par exemple. Ok. Oui, j'ai l'impression que c'est vraiment plein de subtilités et à prendre dans leur ensemble. C'est-à-dire comme vous disiez, quelqu'un qui a les bras fermés, mais qui en fait c'est pour nous faire toute la place. Voilà. Mais en revanche, peut-être est-ce que quelqu'un qui, lorsqu'on dit quelque chose peut-être de précis ou peut-être qu'il va à l'encontre de ses idées, si à ce moment-là elle croise les bras, là ça peut nous donner des informations. En revanche, c'est ça? C'est très bien, c'est-à-dire que vous êtes en train de croiser le verbal et le langage corporel, c'est très bien. C'est exactement ça, c'est-à-dire que là, au moment, le langage corporel, il est pas intéressant, il est intéressant quand on le regarde, mais il est surtout intéressant quand ça bouge. Quand ça bouge, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Et ça bouge jamais pour rien. C'est ce que on appelle l'homéostasie. Vous savez, des fois les gens disent oui, mais j'ai fait un geste, mais je l'ai fait pour rien, juste pour ça. Et non, tu l'as pas fait pour rien, vous l'avez pas fait pour rien. Si vous avez fait ce geste-là, c'est parce que ça a du sens. Le corps, il bouge jamais pour rien, il se fatigue jamais pour rien. Donc dès qu'il y a un petit déplacement d'un muscle, quel qu'il soit, il y a une raison à ça. Elle peut être physiologique, mais elle peut être souvent psychologique. Elle va être synergologique. Oui. Non, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Oui, puis d'autant plus que les gestes se contrôlent pas. Enfin, quand on parle après, il y a les hommes politiques notamment qui apprennent à placer, etc. Et ça aussi, ça peut être intéressant aussi peut-être de l'aborder. Les personnes qui justement apprennent toute cette gestuelle pour donner encore plus d'impact à leur discours. Oui, c'est ça. Mais on fait pas travailler de nous du tout les politiciens. On en fait travailler. On fait travailler les hommes politiques, c'est sûr. Mais on les fait pas du tout travailler comme ça, curieusement. On travaille plutôt même dans le sens inverse. Je pense que nos cultures nous ont appris à avoir un corps très discipliné. Et notre corps est tellement discipliné que ça enlève tout le sel de la communication. Et souvent, curieusement, c'est ces corps qui bougent. Quand un corps bouge, même avec des tics, c'est ces corps-là qui sont attachants. Vous voyez, ça c'est curieux, mais c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, quand une personne a un tic, elle bouge, mais en même temps, elle est attachante parce qu'elle a l'air humaine. Je vais faire une métaphore en fait, c'est une métaphore, mais ça marche très très bien avec le langage corporel. Vous savez, il y a quelques années, Jacques Chirac, qui était président de la République, avait été à un salon d'agriculture. Il avait pris une pomme, et puis au salon d'agriculture, devant les caméras, il avait dit « mangez des pommes ». Il avait croqué dans la Et puis les Guignols de l'info, qui était une émission satirique de l'époque, les Guignols avaient repris ce moment-là. Et puis presque tous les soirs, on avait un petit bout de Chirac avec une marionnette qui disait manger des pommes. Bon, c'est une manière de le ridiculiser. Sauf qu'on s'est aperçu qu'à partir du moment où cette marionnette a commencé à faire ça assez systématiquement, il est monté dans les sondages. C'est-à-dire que cet homme qui était pris pour un polytechnicien froid, et d'un seul coup, a commencé à passer pour quelqu'un qui était beaucoup plus humain. Et en fait, il est monté dans les sondages. Le langage du corps, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que si vous voulez faire communiquer une personne parfaitement, d'abord, c'est pas possible parce qu'il y a toute une partie de la communication qui est inconsciente et qui bouge malgré nous. Mais bon, admettons qu'on puisse arriver comme ça à articuler un certain nombre de signes pour communiquer très bien. Eh bien, on s'aperçoit que la personne, elle devient fade. Alors que celle à qui on a dit mais laissez-vous aller. La bonne question, c'est pas de savoir comment se tenir. La bonne question, c'est de savoir est-ce que l'autre qui est en face de nous intéresse. Si on est intéressé par par l'autre, par sa manière de communiquer, eh bien forcément notre communication à nous sera bonne. Donc plutôt que de se demander comment est-ce qu'il faut se tenir, essayer de se tenir comme il faut, arrêtons de penser à nous pour nous tourner vers l'autre et pour être intéressé par l'autre.
Et lorsqu'on est intéressé par l'autre, là, le corps, il est toujours juste. Parce que si on est intéressé avec la tête, on est aussi intéressé avec le corps. Et on est aussi intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se passe entre soi et l'autre. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut envisager l'aide à donner, et pas du tout dans une espèce de les média training des années 80 ou 90 où les gens, on les mettait presque au garde à vous avec surtout pas de main sur le visage, surtout c'est pas vrai, ça. Une personne qui a les mains sur le visage, c'est aussi une personne qui avance vers vous pour communiquer. Donc, je dis pas qu'il faut coller sa main sur le visage systématiquement, parce que ça serait pas mieux si on le faisait d'un point de vue systématique. Mais la personne qui, à un moment donné, met la main sur le visage parce que ça l'aide à communiquer, eh bien, elle montre aussi qu'elle est présente, voilà. Et donc, c'est plutôt comme ça qu'on réfléchit en synergologie. Ouais, qu'elle est vivante, ça me fait penser c'est vrai que les gens du Sud sont considérés comme des personnes plutôt chaleureuses, etc. Et c'est vrai que dans les caricatures, ça bouge beaucoup les mains, ça s'exprime beaucoup avec le corps. Oui. Donc ça vient peut-être de là aussi. Oui, c'est ça. Puis ces mêmes personnes du Sud, si elles sont dans une assemblée ou dans quelque chose qui est beaucoup plus docte, un endroit beaucoup plus docte, eh bien, le corps va s'exprimer moins. Mais ce petit plus, c'est-à-dire ça ne sera pas des grands gestes si on est dans un endroit qui est un endroit assez protocolaire. Ça sera pas des grands gestes. Les gestes seront moins grands, mais parce que le corps, il se contextualise aussi. On communique pas partout de la même manière. Mais en même temps, ces gestes seront moins importants, mais ils seront encore vraiment présents. Et ça donne généralement des gens qui communiquent assez bien. Des gens avec qui on a envie d'échanger. Et la chaleur, le soleil qu'on entend dans la bouche, on le voit aussi sur le corps. Et ça, c'est toujours agréable. Ouais. Ouais. Pour revenir sur la synergologie, j'aimerais savoir dans quelle situation ça peut être utile. Eh bien, j'ai envie de dire que c'est utile dans toutes les situations du quotidien, mais toutes les situations du quotidien à partir du moment où deux personnes sont en interaction. Parce que on dit des choses avec les mots et le corps, à chaque intersection, à chaque fin de phrase, le corps va surajouter quelque chose, le corps va transformer quelque chose, le corps va gommer quelque chose, le corps va cacher quelque chose. Et dans toutes les situations de la vie quotidienne, le petit enfant à qui on demande comment ça s'est passé à l'école, puis qui dit que ça s'est très bien passé, puis pendant qu'il dit que ça s'est très bien passé, il y a une main qui part dans le dos, il y a peut-être une chose qu'il n'a pas envie de dire. Alors, on va pas lui dire, mais pourquoi tu mets une main dans le dos quand tu me dis que tout va bien, alors que tu devrais plutôt aller vers moi, il comprendrait pas. Mais on va lui dire, mais on va lui dire, ah oui, ça s'est bien passé. Puis alors, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Et puis là, très vite, on va s'apercevoir que oui, ça s'est bien passé, mais à un moment donné, ça s'est moins bien passé. Il s'est disputé avec un tel, ou il s'est fait disputer par quelqu'un. Et voyez, et donc, voyez, là, on est avec un enfant, mais ça va être vrai après avec les adultes. C'est exactement pareil. C'est encore, oui, parce que les enfants, les adultes, ça marche un petit peu de la même manière, le langage du corps. Voilà, donc absolument toutes les situations de la vie quotidienne, et puis qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Un manager, quand il présente son projet à son équipe, eh bien, s'il a un fort quotient d'autorité, s'il aime se placer au-dessus de son équipe, c'est très difficile, c'est plus difficile de lui dire qu'on n'est pas d'accord. Bon, par contre, il aimerait peut-être l'entendre, qu'il y a des personnes pas d'accord, parce que ça permet de régler les problèmes. Alors que si on lui dit pas, il a l'impression que tout s'est bien passé, puis il repart avec des problèmes pas réglés. Donc, ce manager-là, il va avoir le fait de pouvoir regarder le langage du corps, va lui permettre d'aller interroger telle ou telle personne et de faire émerger la communication. C'est vraiment ça, tout l'intérêt de la synergologie. Les gens ont tendance à penser que plus on est d'accord entre nous, plus le langage, plus le langage est un petit peu lénifiant, on se dit ce qu'il faut se dire, et plus les choses vont bien. Au contraire, on part du principe qu'une réunion, une communication, une interaction, c'est un endroit où les choses qui pourraient être négatives doivent pouvoir émerger, parce que ça nous permet de les régler et on repart pas avec. Donc c'est ce qui permet d'avoir des communications transparentes. D'ailleurs, en synergologie, on part de créer un espace d'authenticité. Créer un espace d'authenticité, c'est un espace qu'on va créer vraiment techniquement, comme si on mettait des murs. Donc on y injecte des valeurs qui sont l'assertivité, la réflexivité, l'empathie. On y injecte des valeurs et que l'autre doit pouvoir lire et sentir que c'est un espace dans lequel on a mis des murs pour être bien ensemble, couper de l'extérieur et pouvoir tout se dire. Tout se dire, c'est aussi se dire des choses désagréables. Mais si on se les dit en tout respect, c'est ce qui va nous permettre de faire émerger davantage de possibilités dans la communication. Ouais.
Ouais, je suis complètement d'accord. Puis oui, c'est vrai que ça permet, j'ai l'impression vraiment d'ouvrir des portes qui peut-être ont parfois du mal à être ouvertes, ou les personnes n'osent pas forcément mettre le pied dedans, mais inconsciemment le corps il le montre, quoi, qu'il y a des choses qui... Oui, oui, vous avez tellement raison, c'est ça. Et puis il le montre, et puis vous savez, on va dire souvent, les gens, on va avoir tendance à se mentir. Il semblerait 2 fois par jour, tous les êtres humains, dans le monde occidental, en tout cas 2 fois par jour, on se ment. C'est pas des énormes mensonges, mais des petits mensonges quotidiens. Et pourquoi on se ment? On se ment pas parce qu'on est menteur. On se ment souvent parce qu'on sait pas comment dire la vérité. Donc plutôt que de mettre l'autre mal à l'aise, on va lui mentir. Ça va être un petit mensonge, mais souvent ce petit mensonge, on pourrait l'éviter simplement parce qu'on oserait dire. Et le synergologue, c'est celui qui va sentir qu'il y a un petit mensonge et qui va aider l'autre à dire. Sans le juger, ce qui va permettre à l'autre de dire, parce que c'est sûr que s'il le regarde en le jugeant, l'autre dira jamais, et on va rester dans ces petits mensonges, mais on peut en sortir, oui, tout à fait. Ouais. Et est-ce qu'un synergologue, ça se contacte? Enfin, dans quel cas on peut faire appel à un synergologue? C'est ça, un synergologue, en fait, il y en a en France, il doit y avoir à peu près 300 synergologues qui vraiment font de la synergologie professionnellement. Faut que vous cherchez ça sur l'internet. Il y a une association, l'association européenne de synergologie, où là, il y a tous les synergologues qui sont référencés. Oui, c'est quelque chose d'assez important, parce que souvent, à partir du moment où les gens sont intéressés par le langage du corps, ils ont tendance à penser qu'ils font de la synergologie. Alors que c'est vraiment une technique, c'est vraiment des méthodes, c'est vraiment une manière de faire. Et donc le synergologue, vous allez voir, c'est une marque, la synergologie. Et donc il y a un petit R à côté du synergologue quand il est un synergologue professionnel. Oui, et dans quel cas on fait appel à ce genre de personnes? Le synergologue, il est appelé quand il est médecin, dans le champ de la médecine, dans le champ de la pédiatrie, dans le champ de la psychologie, dans le champ du management, dans le champ de l'enquête policière, dans le champ en fait, dans tous les champs, il y a des interactions. Des gens sont venus se former en synergologie, venus de ces champs-là, et les gens injectent dans leur domaine de leur synergologie pour essayer de faire des meilleures enquêtes, pour poser les meilleures questions, pour mieux traiter les problématiques dans lesquelles il y a de l'humain. Oui, c'est passionnant. Mais c'est vrai, vous soulevez un bon point. Effectivement, moi-même, après avoir lu votre livre, j'ai analysé tout, et peut-être que là, il est en train de mentir parce que il s'est gratté l'œil où il a mis il a quelque chose à dire parce qu'il a mis le doigt devant la bouche, etc. Donc c'est vrai qu'après, on peut facilement rentrer dans une suranalyse, qui finit par s'estomper. Oui, c'est ça. Non, oui, c'est ça. Je n'ai pas envie de rajouter rien d'autre à ça. Vous dites bien les bonnes choses. Faut pas rentrer dans une suranalyse. Les gens pensent qu'un bon synergologue, c'est un bon observateur. Ce n'est pas vrai. Observer, c'est facile à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est d'avoir observé une chose et d'être capable de questionner pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé sur ce qu'on observait. Donc le bon synergologue, c'est un questionneur. C'est pas quelqu'un qui surinterprète trop. C'est quelqu'un qui aura une tendance à surinterpréter s'il ne questionne pas. Et le synergologue, c'est précisément quelqu'un qui va vite questionner pour parfois se dire « Ah, je pensais qu'elle voulait me dire ça ou qu'il voulait me dire ça, mais c'est pas ça en fait, c'était autre chose. » Et il se rend compte, en questionnant, qu'il a posé une mauvaise question parce que c'était absolument pas ça. Mais il se rend compte aussi que la personne fait souvent une bonne réponse. Vous savez, souvent, quand t'es quelqu'un, mais ça te dérange. La personne va dire, ah non, ça me dérange pas du tout. Moi, ce qui me dérange, c'est plutôt autre chose. Et vous vous rendez compte à ce moment-là que votre question est une mauvaise question. Mais vous vous rendez compte aussi que la personne vous fait une bonne réponse parce qu'elle vous permet de comprendre quelque chose que vous n'aviez pas compris. Et le synergologue, c'est quelqu'un qui questionne beaucoup, mais qui questionne adroitement. On ne se rend pas compte. On dialogue. Mais parce qu'il a repéré des choses qui peuvent lui paraître incongrues, ou des choses qu'il a envie de creuser, parce que pour le bien de la communication, il lui semble que c'est nécessaire. Oui, c'est vraiment passionnant. Du coup, est-ce que vous avez des exercices à partager que des personnes pourraient faire pour c'est pour rester sur quelque chose vraiment de primaire, c'est vraiment les prémices, mais par exemple analyser, je sais pas, une émission de télé ou un film ou des personnes dans son quotidien, qu'est-ce que ces personnes peuvent faire pour aiguiser Ça, c'est pas si simple, en fait. C'est pas si simple. On peut pas aller très... En fait, moi, il y a quelque chose de tout simple à faire. Se demander avec
quelle partie du visage la personne regarde l'autre, vous voyez. Si vous regardez la personne en lui présentant plutôt votre partie gauche de visage, eh bien, vous communiquez pas tout à fait pareil que si vous leur présentez plutôt votre partie droite de visage. Dans un cas, souvent, dans les cas de la communication quotidienne, on est plus à l'aise et davantage dans le lien quand on présente la partie gauche de visage. Et puis on est plus en distance, avec un rapport plus analytique à l'autre quand on présente la partie droite de visage. Donc, est-ce que quelle partie du visage l'autre me présente permet de comprendre si l'autre est à l'aise avec moi ou s'il est sans filtre avec moi, ou si au contraire il a mis des filtres, soit parce qu'il se méfie, soit parce qu'il a un esprit analytique et il a besoin de réfléchir, de mieux comprendre ce qui se passe. C'est pas toujours négatif, loin de là. Mais il présentera plus la partie droite à ce moment-là. Mais vous voyez, et puis demandez-vous, ce qui est très drôle, on a tendance à penser, nous qui sommes sur cette planète 90% de droitiers, de manière générale, c'est vrai dans toutes les cultures. Bon, il y a même des proportions chez les singes qui ressemblent un peu à ça, pas si fortes, mais aussi avec une dextralité plus prononcée. Eh bien, on s'aperçoit que quand les gens communiquent, et regardez-le, mais juste pour le plaisir de ça, eh bien, ils communiquent inconsciemment davantage avec leur main gauche qu'avec leur main droite, dès lors qu'ils sont bien avec quelqu'un. Ça, c'est curieux parce que quand on est droitier, on est persuadé qu'on parle plus avec la main droite. Mais non, pas du tout. Et dès qu'on parle de soi, dès qu'on est plus spontané ou on a tendance à mettre plus la main gauche que la main droite. Voilà. Moins on est sûr de soi, plus on va parler à deux mains. Parce qu'on a peur de pas convaincre l'autre. Donc donc on y met les deux mains, là. D'un point de vue homéostasique, on se fatigue beaucoup parce qu'on a le sentiment qu'on sera pas compris si on met pas les mains. La personne assurée fera moins de gestes, par exemple. Ok. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses-là, mais des choses, on pourra en parler des heures, parce que là, ah oui. Et est-ce que c'est possible que pour certaines personnes, ce soit inversé Non, parce que ça se place, cette gestuelle spontanée, elle se place pas au niveau du néocortex, ou du système du néocortex, là où se fait la décussation, et l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Non, ça se passe beaucoup plus bas. Donc, on se parle de la gestuelle. C'est pas inversé, sauf, on parle de la gestuelle là, parce que ça va être différent si on regarde le nerf facial, ça va être différent si on regarde les positions de chaise, ça va être différent si on regarde d'autres dimensions de la communication. Mais si on se parle du geste, parce qu'on se parlait du geste là, en fait, il semblerait qu'il y ait un gaucher sur 3 dont il y ait des inversions hémisphériques. Donc, pour un gaucher sur 3, ça pourrait être inversé, même d'un point de vue plus profond, là, d'un point de vue cérébral. Sauf qu'il y a un gaucher sur 10 dans la population. 1 sur 3, ça veut dire qu'il y a une personne sur 30, donc 3% des gens pour lesquels ça pourrait être inversé. Ce qui est quand même très, très, très peu. Oui. Donc, si on observe assez justement dans 97% des cas, on est pas mal d'un point de vue statistique. Oui, effectivement, il y a beaucoup plus de chances qu'on tombe. Donc, oui, il y a très très peu de choses qui inversent. À un moment donné, vous savez, dans les années 70, je pense notamment au mouvement des yeux, il y a des informations qui marchaient pas, quoi. Les yeux auraient dû aller à droite, et puis ils avaient plutôt tendance à aller à gauche. On se disait, mais ça doit être dégauché, ou ça doit être inversé. Et puis, ça doit être inversé, c'est rentré comme ça, dans le sens commun. Mais c'est pas vrai, ça. D'un point de vue, les études montrent que c'est qu'il y avait d'autres règles à découverte qui n'avaient pas été découvertes à l'époque, et qui fait que ça inversait, mais pas pour des raisons de gaucher, de droitier, de dextralité, sénestralité, pour d'autres raisons. Oui, est-ce que c'est peut-être lié aux personnes qui n'ont pas les codes dont on avait parlé tout à l'heure, un peu de la banque de données corporelles. Est-ce que ça peut être lié aux personnes qui ont pas forcément ce référentiel, du style les autistes ou... Non, c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt lié au fait que nous, dans la connaissance, il y a des choses qu'on savait pas. Et qu'il y a plus de règles à observer que ce qu'on croyait. Donc, ce qui semblait illogique, c'était illogique parce qu'on connaissait pas les règles qui permettent de rendre tout ça logique. Donc, en connaissant mieux ces règles, maintenant, on comprend que les gens peuvent regarder, je pense au mouvement des yeux, ailleurs que ce qu'on croyait, parce qu'ils appliquent des règles qu'on connaissait pas il y a 30 ans. Ouais. Et qu'on connaît aujourd'hui, bien mieux. Ouais. Pour nous donner encore quelques exemples de synergologie, un sujet que je trouve assez intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut détecter si une personne nous ment ou pas.
Mmh. Oui, ça c'est assez difficile, hein. Ok. C'est assez difficile. Bon, c'est le bémol qu'il faut mettre. En fait, et puis la grosse erreur qu'on a fait pendant très 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 longtemps là, et d'ailleurs qui vient aussi d'une mauvaise compréhension du langage du corps et des théories du langage du corps qui étaient des théories qui sont aujourd'hui vieillissantes, hein. C'est de se dire, en fait, une personne qui est menteuse, c'est une personne qui est mal à l'aise. Donc, c'est une personne qui va être un peu nerveuse. Et donc, on va aller chercher ces signes de nervosité et on va se dire, tiens, alors que je demande des choses très simples, le fait qu'elle réponde de manière assez nerveuse me montre, en étant mal à l'aise, que c'est une menteuse. On avait ce genre de théorie-là. On sait aujourd'hui que ça, c'est pas vrai. En fait, ça nous aide pas de réfléchir avec ce type de théorie-là, parce qu'il y a des gens qui sont pas très bien dans leur corps et qui ont l'air tout le temps menteurs, parce qu'ils sont pas très bien dans leur corps. Quoi qu'ils disent, comme ils manquent de confiance en eux, ils sont un peu nerveux naturellement parce que la vie a généré, que c'est leur mode de communication, eh bien, ils ont l'air tout le temps menteurs. Et de l'autre côté, même s'ils disent la vérité. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont l'air très sûrs d'eux, qui ont un fort capital de confiance en eux, pour peu qu'ils aient aussi un bon capital culturel, ces gens ont jamais l'air de mentir, même lorsqu'ils mentent. Donc, l'idée malaise-mensonge, malaise-mensonge et puis assurance, vérité, ça ne marche pas. De la même manière, il faut qu'on fasse attention à nos stéréotypes, hein. Quand quelqu'un est bien habillé, on a l'impression qu'elle dit davantage la vérité que si cette personne est mal habillée et négligée. Il faut qu'on fasse attention à ces stéréotypes-là, qui fait que quand on regarde l'autre, on le regarde déjà avec un regard biaisé. Donc, en synergologie, on travaille pas avec ces théories-là. Mais il fallait que j'en parle parce qu'il faut les écarter. Et notamment, par exemple, quand les gens qui se grattent, se gratter, c'est pas lié au mensonge. Il y a une micro-démangeaison qui pourrait être liée au mensonge sous le nez, mais on pourrait y revenir après si vous voulez, mais il faut mettre des bémols parce qu'il y a d'autres raisons qui fait que ça pourrait ne pas être le mensonge. Mais le mensonge, en fait, c'est pas une question émotionnelle, c'est une question de surcharge cognitive. C'est-à-dire qu'il faut, quand on travaille sur le mensonge, il faut écarter les émotions et se dire autre chose. Se dire, mentir, c'est difficile. Pour mentir, il faut être intelligent. Parce que il va falloir être plus intelligent que l'autre pour que l'autre se rende pas compte que... Donc, il faut mettre des ressources cognitives importantes pour mentir, qu'on met pas pour dire la vérité. Si je vous demande ce que vous avez fait hier et puis que vous voulez pas me raconter et que vous voulez si vous dites la vérité, vous me racontez les choses et puis voilà, c'est tout simple. Il s'agit pour vous simplement de faire revenir une image pour vous souvenir où vous étiez à l'heure où je vous posais question, dont je vous pose la question. Et donc là, vous rendre compte assez vite que voilà, vous avez une image, vous parlez, c'est facile. Mentir, c'est plus compliqué. Parce que va falloir faire disparaître. Déjà, c'est pas une image qui vient, c'est d'autres zones du cerveau. Et c'est pas des images visuelles qui nous viennent, mais en fait, on fait venir des raisonnements. On fait venir des raisonnements pour arriver à ce que l'autre masque le mensonge. Et donc, dans ces cas-là, le menteur, lui, a tendance davantage parce qu'il doit avoir un temps d'avance sur l'autre, regarder que l'autre le croit. Bien faire attention qu'il croit son mensonge et s'il ne le croit pas, rajouter une couche de mensonge pour être sûr d'être cru. Donc ça demande une forte surcharge cognitive et dans ces moments de forte surcharge cognitive, la dynamique du corps, elle change. Parce que quelqu'un qui parle en étant concentré, ce qui est le cas du menteur, c'est pas quelqu'un qui parle de manière spontanée. C'est quelqu'un qui doit penser à tellement de choses en même temps que ça se voit sur cette dynamique corporelle. Donc c'est pas les mêmes types de gestes, ils vont être plus, il va y avoir ce qu'on appelle une stéréotypie du geste. C'est tout le temps les mêmes gestes qui ont tendance à revenir de manière systématique. Son corps va avoir besoin de se concentrer, trouver des points d'accroche. Ce qu'a pas le corps mal à l'aise d'ailleurs. Le corps mal à l'aise, il bouge beaucoup, mais il est assez fluide. Et donc c'est difficile. Je peux pas vous donner de trucs comme ça parce que on risque d'étiqueter des gens comme menteurs sur la base d'un seul signe, alors que quand on travaille à décoder le mensonge en synergologie, on met en place 4 principes. Mais par exemple, on peut là encore tuer un stéréotype. On est sûr qu'un menteur ne regarde pas dans les yeux. C'est exactement le contraire. Et ça, c'est un préjugé qui est partagé sur 54 pays, sur 57, comme premier signe du mensonge. Oui. Le menteur ne regarde pas dans les yeux, il a tendance à regarder ailleurs. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, il a tendance à fixer pour vérifier qu'on le croit, c'est ça ? C'est exactement ça, oui. Le menteur, puis le menteur, et puis il le vend, son mensonge.
Et celui qui regarde pas dans les yeux, c'est l'introverti, c'est le timide. Et l'introverti, le timide, passe pour des menteurs parce que ils regardent pas dans les yeux. Mais ces mêmes introvertis et timides, s'ils ont à mentir, vont vous regarder dans les yeux. Et c'est ça, parce qu'ils savent qu'on les prendra pour des menteurs sans ça. C'est l'histoire du petit enfant de 5 ans qui a du chocolat au coin de la bouche et qui demande à son parent, et puis à qui son parent dit « T'as mangé du chocolat ?» Le petit enfant dit non. Le parent dit « Pourrais me redire ça en me regardant dans les yeux ?» L'enfant de 5 ans vient de comprendre que, en fait, si pour mentir correctement, il faut regarder dans les yeux. Donc, il en conclura pas qu'il faut pas dire de mensonge parce que ça se voit. Il en conclura que la prochaine fois, ça se verra pas. Ouais. Voilà. Et ça, c'est voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est, et en fait, c'est ça, mentir, en fait, décoder le mensonge, c'est souvent une grosse partie qui consiste à se débarrasser de stéréotypes. Parce que nous, les êtres humains, sans être formés à ça, on repère le mensonge dans 53% des cas. Sur de vastes analyses, plus de 25 000 personnes, une méta-étude qui apprend plusieurs études, et de nombreuses études, dans 53% des cas, ça veut dire, c'est le seuil du hasard. Parce que quand on ment, il y en a 1 sur 2 qui dit la vérité. Donc vous dites, si on y arrive dans 53% des cas, il y a véritablement, il y a que 2 possibilités. Donc on n'y arrive que dans 1 fois sur 2. Et les gens qui vous disent qu'ils sont intuitifs, c'est parce que souvent, ils ont l'intuition de ce qui a bien marché. Ils se souviennent de ce qui a bien marché. Et puis ce qui a moins marché, on se rend compte. Ils arrivent dans nos formations en disant moi je suis très intuitif. Et quand on commence à décoder le mensonge, ils s'aperçoivent qu'ils sont souvent pas mieux que les autres. On n'est pas bon, nous les êtres humains. Notre cerveau n'est pas câblé pour ça. Notre cerveau il est câblé pour le mensonge ne nous dérange pas en fait. Ouais. Vous allez organiser une fête d'anniversaire pour quelqu'un de très proche, vous allez inviter tous ses amis doivent cacher qu'ils vont venir, vous faites un monstrueux mensonge qui dure des semaines pour finalement faire une fête magnifique, et la personne à qui on a menti en disant qu'il y aurait pas de, en fait, en lui faisant croire qu'il y aurait pas de fête, elle est très très heureuse de ce mensonge si réussi qui lui permet d'avoir une si belle fête. Ouais. Donc le mensonge, un agent secret, c'est un menteur professionnel. Le Père Noël. Sur son identité, c'est ce qu'il appelle sa couverture. C'est un menteur professionnel. Est-ce qu'on le présente comme ça ? Non, on le présente comme un dieu vivant. Donc, vous voyez, le mensonge ne nous dérange pas, nous les êtres humains. Il y a des tas de moments où ce qui nous dérange, c'est pas que l'autre nous ait menti, c'est qu'on puisse pas avoir confiance en lui. Oui. Et dans l'histoire de l'anniversaire qu'on prépare pour quelqu'un qu'on aime, on lui a menti, mais il sent bien que ça n'a rien à voir avec la confiance qu'il peut avoir en nous. Donc, et ça nous dérange par contre. Et là, le système amygdalien, qui est une zone dans le cerveau, se déclenche et se déclenche sur les problèmes de confiance en soi. Il se déclenche pas sur les histoires de mensonges. Voilà. Donc il faut. On est bourré de stéréotypes et on a beaucoup de stéréotypes et on a tendance, nous, à essayer d'écarter ces stéréotypes pour travailler sur 4 pistes après, qui sont des pistes bien claires, mais c'est vraiment une formation, ça. Oui, les 4 pistes, c'est les 4 choses qu'on va aborder, enfin, essayer de comprendre dans une analyse, c'est ça ? Le mensonge, c'est ça, l'activité cognitive. L'activité cognitive, ça passe beaucoup par les yeux. La cognition incarnée, c'est-à-dire ça passe beaucoup par les gestes qu'on fait quand on décrit les choses. Les occurrences corporelles, il y a quelques signes corporels là qui sont émaillés, qui sont plus précis. Et puis le rythme de la communication. Le rythme du corps quand on parle n'est pas le même dans la vérité que dans le mensonge. Donc c'est ces 4 pistes avec des signes liés à ces 4 pistes qui nous permettent de dire là, il doit plutôt y avoir du mensonge que de la vérité. Oui, on va venir ensuite interroger. Oui, puis on interroge, on se sert de ces 4 pistes. On interroge, pendant qu'on interroge, on regarde ces 4 pistes. Alors quand on a une vidéo, après pouvoir décoder ce qui se passe, c'est quand même plus facile. Oui, j'imagine. Mais du coup aussi, pour rester sur le mensonge, après vous avez commencé à parler de la confiance et il y a 2-3 questions que j'ai à poser sur la confiance. Par rapport donc au mensonge, je sais plus où est-ce que je me rappelle de ça, mais regarder à droite, c'est regarder à droite, c'est chercher dans ses souvenirs, et regarder à gauche, c'est le mensonge ou inversement. C'est le contraire, oui. C'est le contraire, voilà. Donc ça s'applique ?
Ça s'applique, mais il faut faire attention, c'est ça. Ça s'applique. C'est pour ça que souvent ça marche pas. Parce que, vous voyez, en fait, on écrit de gauche à droite, mais on fait pas qu'écrire de gauche à droite, parce que ça c'est culturel. Hein, il y a des peuples qui écrivent de droite à gauche, mais mais ce qu'on fait tous universellement, c'est quand on regarde l'environnement, on le balaye de gauche à droite, parce que c'est d'abord notre hémisphère droit qui travaille. Donc il y a une logique comme ça qui va être après une logique numérique. Vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et plus on va vers le futur, plus on va aller regarder à droite. Plus on va vers le passé, plus on regarde à gauche. Donc ça, on comprend mieux maintenant, c'est assez universel, sauf que la culture peut modifier ça. C'est-à-dire tant qu'un enfant n'a pas commencé à apprendre à écrire, on a vraiment la gauche et la droite, on peut le repérer sur ces bases-là. Puis quand il commence à écrire, les enfants qui écrivent de droite à gauche, il y a des inversions. Mais les inversions sont jamais aussi fortes que le principe qui va de gauche à droite. Sauf que donc ça c'est la première chose. Sauf que tout ça, ça peut ne pas marcher. Par exemple, vous parlez du futur. Vous parlez du futur, mais la personne qui vous parle est ici. Elle est à votre droite. Donc, comme elle est à votre droite, elle vous dérange pour réfléchir. Donc, quand vos yeux vont partir à gauche pour pouvoir parler, vous allez parler du futur en regardant à gauche. Tout parce qu'elle n'est pas tout à fait, en face de vous, et donc on le fait naturellement. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle une zone de biais. Donc, si vous avez, il y a personne, mais il y a personne en face de vous. En fait, la personne est bien en face de vous, mais la fenêtre est à gauche. Il y a une fenêtre qui permet de regarder loin. Et là, pour parler du futur, vous risquez de regarder à travers la fenêtre qui est à gauche. Donc, il y a comme ça il y a des principes, mais il y a aussi des biais. Et c'est pour ça que souvent, il y a 20, 30 ans, on disait, ça marche pas, ça doit être un gaucher. D'accord. C'est pas un gaucher inversé, voilà. Et non, c'est parce qu'il y a des biais, quoi. Et voilà. Ouais, on peut pas faire de généralité, en fait. Oui, on essaye de pas en faire. Donc, mais par contre, on peut tous se poser des questions et se dire, là, il n'y a pas de biais. Là, c'est curieux qu'il regarde à droite alors qu'il pourrait regarder à gauche. Peut-être qu'il fait référence, justement, pour envisager le futur avec les choses qu'il connaît. Et on remet de la logique. Mais avant de dire, c'est illogique, on regarde tous les biais. Et avec le langage du corps, il y en a un certain nombre quand même. Donc, Ouais. Au début de l'épisode, donc vous avez parlé de la posture qu'on pouvait regarder. Donc les personnes qui étaient plus avancées, c'est qu'elles étaient enjouées d'être en communication avec nous, qui étaient bien présentes, etc. Et qui, à l'inverse, quand elles étaient plus en arrière, c'était l'inverse. Quelles sont les parties du corps qu'on ne pense pas forcément à regarder, mais qui nous donnent beaucoup d'informations sur les intentions de notre interlocuteur? Les mains. Les mains, elles sont intéressantes parce que avec nos mains, on peut, c'est ça. Est-ce que la personne qui va être souvent va nous montrer qu'elle est détendue, mais parce qu'elle a crispé ses mains. On les regarde pas, mais ses mains crispées lui permettent d'être détendues avec le visage et le corps, parce qu'elle a mis un point de fixation ailleurs, où elle a pris un objet qu'elle prend avec ses mains, qu'elle tient fort. Donc les mains, mais vous pouvez avoir envie de communiquer avec l'autre, puis l'air de rien, il y a un doigt qui passe à travers votre main, vous voyez, dans ce cas-là c'est le pouce qui passe à travers vos doigts, parce que vous avez envie d'aller communiquer plus personnellement avec l'autre. Vous tenez très bien, mais vos mains, elles ont envie de s'approcher de l'autre, parce qu'on est bien avec l'autre. Et ça, on va le voir quand on regarde les doigts. Non, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les mains, oui, vraiment, vraiment. Ouais. Ok, donc c'est contre-intuitif finalement, donc c'est-à-dire qu'il y a une tension dans les mains, en fait, c'est que la personne elle est détendue. Oui, qui lui permet de se détendre, parce qu'elle met toute la pression dans les mains. C'est mieux en plus si elle tient un objet, un verre, là c'est encore mieux, ça lui permet de se crisper sur l'objet, et comme elle est crispée sur l'objet, le corps lui peut être tout détendu. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien par rapport aux personnes qui fument aussi? Le fait de fumer Oui, des liens, il y en a des. Oui, maintenant, les gens ils fument moins en interaction, mais sauf à être dehors. Mais là, oui, le fait de tenir sa cigarette, puisqu'on la tient vers l'autre, est-ce qu'on la tient dans sa main vers soi, quoi? Est-ce qu'on la tient pour partager? Est-ce qu'on garde? Oui, il y a des choses à voir avec la cigarette, oui. Et puis, est-ce que les cigarettes de plaisir et les cigarettes se tiennent dans la même main? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où la cigarette change de main? Même le fumeur qui pense qu'il a la cigarette vissée dans une main, de temps en temps, il change de main.
Et est-ce qu'on n'est pas en train de changer de thème de communication quand la personne change, en fait, de rapport de communication, pas de thème, mais de rapport de communication, quand elle passe de la gauche à la droite, qui est plus dans le discours, peut-être plus dur aussi. Oui, Donc comme oui, oui, allez-y. inverser les jambes aussi qui se croisent, Oui. ça veut dire la même chose. Oui, les croisements de jambes, c'est quelque chose de vraiment intéressant, oui, parce qu'on a tendance là aussi à penser que le croisement de jambes, c'est un croisement de fermeture, mais pas toujours. Des fois, on va croiser les jambes pour faire une bulle avec l'autre. Donc, il y a notre jambe extérieure rejoint l'autre et ça permet de faire une bulle avec l'autre. Puis, il y a des moments où le corps se coupe. Alors, oui, les croisements de jambes sont vraiment très, très intéressants. Et sur des thèmes, on voit quand la personne change de croisement de jambes, on écoute ce qui se dit à ce moment-là. Et puis, soit elle se rapproche et puis c'est un thème qui lui plaît bien, soit elle décroche là et puis on a un croisement de jambes qui montre que la personne part à l'extérieur. Donc, ça se voit bien, hein. Il y a le croisement de jambes, mais regardez la position générale du corps. Généralement, ça se voit bien quand on voit un corps soit qui s'approche, soit qui s'en va à travers le croisement de jambes. Oui, tout à fait. Ouais, c'est passionnant. Tout à l'heure, donc vous avez commencé à parler donc de la notion de confiance. Est-ce que vous avez une posture à nous conseiller, par exemple, quand on va faire un exercice assez stressant ou qu'on sent pas bien, etc. Est-ce qu'on peut se mettre dans une posture et envoyer à notre cerveau cette posture nous permettre de nous redonner confiance? Est-ce qu'il y a des postures qu'on peut faire? Oui, alors c'est ça. Est-ce que c'est confiance en soi ou confiance en l'autre? Confiance en soi. En soi, oui. C'est ça que vous parlez. Oui, oui. Oui, ce qu'il faut. En fait, moi, je crois qu'il faut quand on doit préparer quelque chose qui nous permet une réunion, quelque chose, une rencontre ou quelque chose. On a le sentiment que on pourrait manquer de confiance en soi parce qu'on est impressionné par l'autre, par les autres, par le contexte, par tout ça. Je pense qu'il faut les préparer ces moments-là et les préparer mentalement et se préparer à ne plus se tourner vers soi, mais essayer à se préparer à comprendre l'autre, à aller vers l'autre plutôt qu'à se centrer sur soi. Ça, c'est une démarche plus générale, mais qu'il faut faire. Ça, c'est la première chose, hein, avant. Ce qu'il faut savoir aussi, avant de parler de posture, c'est que souvent on a peur de pas être à la hauteur, de pas être assez brillant, de pas être assez spontané avec l'autre. C'est souvent ça, quand on est impressionné, on est un peu figé, et puis on n'ose pas, et en fait, il y a des exercices, il y a un exercice qui marche assez bien, c'est que pour avoir cette espèce de fluidité de l'esprit qui est nécessaire à avoir une interaction de bonne qualité et qui fait qu'une fois qu'on est dedans puis que tout roule, finalement, on se pose plus toutes ces questions-là parce que tout ça marche. Eh bien, avec les yeux, pendant 1 minute, juste un petit peu avant, avec les yeux, pendant 1 minute, vous allez vous promener partout avec vos yeux, c'est-à-dire vos yeux dans l'espace, mais très vite, hein. C'est un peu, on fait ça tout seul. On vous observe parce que c'est pas très joli à regarder. Mais, alors on met des lunettes temps, de soleil. Oui, c'est ça. Mettez les grosses lunettes de soleil, puis il y a vos yeux derrière les lunettes, puis vous regardez partout pendant 1 minute. C'est assez long, 1 minute. Ça peut même être 2 fois 30 secondes quand on n'a pas l'habitude, avec un petit temps d'arrêt. Et on s'aperçoit que là, ça permet de réorganiser toutes les aires cérébrales, en fait, de les faire travailler tout en même temps. Du coup, on n'est plus figé comme on pourrait l'être. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui nous permet d'être plus fluide parce qu'on est là, quoi. On n'est pas derrière. S'il fait un peu froid, n'ayez pas peur de vous toucher le visage aussi. Ça a l'air de rien, mais ça permet, ou même s'il fait pas très froid, mais ça permet de se toucher le visage, ça permet de le rendre, qu'il soit moins figé. Et à partir de là, il y a plus grand. En fait, ça c'est des bons conseils, je pense. Et puis à partir de là, il y a une attitude d'assurance en arrivant. Mais après, ne pensez plus à ça. C'est ça qui est bien important, parce que ça casse tout. C'est-à-dire que la personne qui est pas sûre d'elle et qui se dit « Ah non, faut que je me retienne droite, plus elle a ce type de raisonnement, plus elle sent qu'il y a un décalage entre la manière dont il faudrait qu'elle se tienne et la manière dont elle se sent. Et plus ça crée des effets délétères. Donc, je suis plus, moi, pour préparez-vous avant, pour avoir quelque chose de spontané qui se mette en place, puis préparez-vous à interagir avec l'autre, à intéresser avec l'autre, plutôt que de se figer dans des positions qui ne sont pas nous. Parce que la personne qui a besoin de se mettre dans une position qui n'est pas elle, elle n'est pas elle. Et elle va se sentir un petit peu imposteur. C'est ça, c'est-à-dire que moi j'ai
souvenirs comme ça d'une personne dans une... Dire oui, mais ça s'est bien passé, puis tu t'es senti comment? J'étais bien, mais c'était pas moi. Et voilà, et c'est pas... L'idée, vaut mieux dire à l'autre, là je viens de bégayer, vous m'excusez, mais je vous trouve assez impressionnant, si je peux vous le dire. Et ça fait tomber, curieusement, beaucoup de barrières. Une fois que c'est dit, ça y est, on y est. Et c'est bien mieux que de faire comme si on se sentait d'égal à égal lorsqu'on a le sentiment de pas être d'égal à égal. Oui. Donc, je crois que la sincérité, c'est quelque chose qui paye très fort. Beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc, essayons d'être vrai, quoi. Et le corps sera juste. Quand on est vrai, le corps, il est juste. Briser la glace et être honnête vis-à-vis de ce qu'on ressent et l'exprimer, en fait. Oui, exact. Oui, tout à fait, oui. Essayer d'être soi, quoi. Et puis intéressé par l'autre. Ouais. Si on est intéressé par l'autre, le corps, on pense plus à nous. Et là, le corps, il est juste. Donc ça, c'est... Pourquoi je suis là? Je suis là parce que l'autre, il m'intéresse. Je me demanderai après si j'étais à la hauteur. C'est des questions que je me poserai plus tard. Mais je suis prêt, puis comme l'autre m'intéresse, je vais aller vers l'autre, et puis on verra bien. Et sur le moment, j'étais moi, donc... Oui, puis on est assez juste. Ouais, c'est super, c'est un bon conseil, je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à avoir une posture tenez-vous droit comme ça, et au final, c'est quelque chose d'hyper positif, donc j'adore. Oui, merci. Super, alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, que vous, voilà, un petit mot aux personnes qui nous écoutent? Non, simplement, si ça vous intéresse et puis que la synergologie vous intéresse, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Grand Livre de la Synergologie. C'est le dernier de mes livres, j'en ai écrit 7, qui sont traduits dans une vingtaine de langues, 6, qui sont traduits dans une vingtaine, mais c'est ce livre-là qu'il faut lire et pas un autre. C'est curieux de dire ça comme ça, mais j'avais pas écrit de livre depuis 12 ans. Et donc, c'est vraiment toutes les dernières découvertes de la synergologie, qui viennent d'ailleurs qui viennent beaucoup d'ailleurs des neurosciences. Nous, on est sur le terrain du corps, mais qui viennent beaucoup des neurosciences. Il y a un livre très pratique où il y a des images, mais en même temps qui est très sourcé. Et j'aime ce livre, je tiens beaucoup. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de publicité à mon travail, vraiment, mais là, je trouve que ça a du sens. Donc, voilà, c'est une clé d'entrée en synergologie pour les gens que ça intéresserait. Le Grand Livre de la synergologie. Super, j'allais y venir parler de vos livres, mais vous m'avez devancé, donc parfait, effectivement, plein de clés de compréhension. En tout cas, je trouve que c'est passionnant, donc voilà, j'adore. J'ai une dernière question pour clôturer cet épisode et après je vous libère. Pour vous, c'est quoi une terre happy? Une terre happy? Happy, oui. Happy de l'anglais. Happy de l'anglais. Oui. C'est une terre où on est plus attentifs les uns aux autres. Et puis, où les choses se font dans une forme d'écologie sociale. Dans laquelle on n'a pas besoin de construire, de produire, dans lequel, en étant attentif à nous, à ce qui se passe entre nous et à notre environnement, eh bien, on est plus serein. Donc, c'est ça. Voilà, j'étais pas préparé à cette question. Oui, c'est la réponse qui me vient. C'est fait exprès. C'était fait exprès. C'était pour avoir une petite réponse spontanée. C'est la réponse qui me vient, mais c'est ça. Je pense que on a perdu, précisément peut-être à cause des technologies, on a perdu l'attention, le fait de comprendre que l'attention à ce qui se passe, l'attention à l'autre, l'attention à la proximité, c'est quelque chose qui nous permet d'être plus harmonisés les uns avec les autres, quoi. Et donc d'être plus happy. Super. Merci beaucoup Philippe, j'ai adoré parler de ça avec vous, c'était vraiment passionnant. C'était très sympa, vos questions étaient bonnes. Ça nous a permis de dialoguer bien. Parfait. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.